justement, mais pour revenir, on va en parler. On va prendre évidemment le temps de parler de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et ailleurs. Mais pour revenir à, est-ce que aujourd'hui, la question que je vous pose, Jacques Beau, est-ce que les Russes ne profitent pas du fait que la tension est médiatico, géostratégique et aujourd'hui sur le Moyen-Orient pour accentuer leur avance? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, et on avait parlé, un certain nombre de gens disaient, écoutez, c'est plié, même si on dit le contraire, même si les médias ont continué de dire le contraire. Bon, la Russie a gagné, mais ils vont faire traîner les choses, eux et les autres, jusqu'aux élections américaines. Est-ce que ce schéma tient toujours ou pas? Alors, d'abord, c'est pas les Russes qui voulaient faire traîner. Les Russes, eux, seraient contents de terminer cette affaire. Mais ils ont pris le parti à partir du moment où ils ont vu que les Occidentaux... C'est les Occidentaux qui pensent que la Russie est faible dans ce contexte et qu'elle va céder avant, parce que les Occidentaux, je ne sais pas sur quelle... base, mais ils pensent qu'il y a une faiblesse inhérente au système russe qui fait que le pouvoir est menacé. Par conséquent, Brzezinski pensait ça, la Russie va s'effondrer. Voilà, mais c'est la même chose quand vous écoutez l'Union européenne, quand vous entendez Macron, quand vous entendez, ils ont tous cette illusion que, or, la popularité du gouvernement russe et la popularité personnelle de Vladimir Poutine, si on regarde les sondages, y compris faits par les mouvements d'opposition russe, montre une très grande stabilité, autour de 80%. On est donc très loin, c'est même très supérieur à la popularité de Macron en France, par exemple. C'est moins que l'on puisse dire. mais donc, si vous voulez, en fait, on a tablé sur la faiblesse, mais est-ce qu'aujourd'hui, même les Occidentaux les plus obtus ne se rendent pas compte quand même, regardez ce qui est arrivé à la contre-offensive ukrainienne, à la fameuse contre-offensive, etc. Est-ce que ça bouge ou ça ne bouge pas, c'est ça? Aujourd'hui, disons, les Russes ont pris le parti de détruire, finalement, ils ont dit, puisque vous voulez faire la guerre, alors on va complètement détruire les capacités ukrainiennes. Et puis, on va grignoter les forces ukrainiennes, et c'est ce qu'ils font. Ils le font de manière méthodique depuis, finalement, octobre de l'année passée. Donc, ça se fait méthodiquement. L'Occident s'obstine à fournir des armes, à se convaincre que la grande contre-offensive va, etc. Aujourd'hui, on voit que tous ces illusions, parce que c'était des illusions dès le départ, puisqu'on sait, et les Américains l'ont dit eux-mêmes, qu'ils avaient modélisé la contre-offensive et qu'ils savaient qu'elle ne conduirait nulle part. Donc le but, c'était bien d'affaiblir, de penser que la longueur du conflit allait affecter le gouvernement en Russie. Alors, donc c'est même pas... On utilise vraiment le conflit ukrainien pour affaiblir la Russie. C'est même, on n'avait aucune illusion sur les gains que pourrait faire l'Ukraine. Et c'est ça qui est finalement assez dramatique dans cette affaire. On était prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, quoi. C'est un peu ça. D'ailleurs, vous avez eu plusieurs sénateurs américains qui ont dit non, la guerre en Ukraine est très économique parce que, grâce à l'Ukraine, on peut affaiblir la Russie avec moins de 3% de notre budget de la défense et sans dépenser une seule vie humaine. N'est-ce pas? Mais c'est beau le rapport. Ils comptent pas les vies humaines des Ukrainiens. Ils comptent les leurs. Et puis ils disent voilà, on affaiblit la Russie sans dépenser de vie humaine. Le rapport qualité-prix, toujours le rapport qualité-prix. On va continuer avec Jacques Beau, bien sûr, après cette petite pause. Oui, puis avec Jacques Beau et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300, comme d'habitude. On prend toutes vos réactions, vos appels, vos questions avec Jacques Beau. À tout de suite. Et nous revenons à ces guerres et dans tous leurs états. Effectivement, cette guerre qui ne disait plus son nom et qui est plus que jamais là, cette guerre Russie-Ukraine. Alors, Jacques Beau, on a parlé un peu de l'état des lieux. Donc aujourd'hui, au fond, ce que vous dites, et vous n'êtes pas le seul, c'est que tout le monde sait que c'est plié, mais on fait semblant de continuer parce que ça arrange un certain nombre de gens. Voilà. C'est ça. Le but toujours reste d'affaiblir la Russie et par conséquent, on utilise, on pourrait dire, on exploite en fait l'Ukraine. On lui fournit des armes qui sont même pas de bonne qualité puisque même il y a quelques semaines ou quelques mois, l'Ukraine a refusé des chars fournis par l'Allemagne parce qu'ils ne fonctionnaient pas. Donc ils ont renvoyé les chars à l'Allemagne. Donc on leur fournit des armes. Et d'ailleurs même la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait avoué que
effectivement, ils avaient fourni à l'Ukraine des armes qui fonctionnaient pas. Donc, on voit bien qu'on n'est pas... Il y a un cynisme absolu dans cette histoire. Mais il faut même pas semblant, quoi. Ah non, c'est dramatique, et c'est ce que je dis depuis le début, et c'est ce que tous nos médias ont soutenu, parce qu'on le sait depuis très longtemps, ça. D'ailleurs, c'est dans mes livres que j'ai publiés il y a déjà quelques mois, donc c'est pas nouveau. Et on a envoyé des armes qui ne fonctionnaient pas. On avait envoyé des armes dont la date de péremption, des explosifs dont la date de péremption était passée. On a donné le rebut en fait aux Ukrainiens. On les a pas. Vraiment. Ah oui, totalement. On n'a Oui. pas donné d'armes ultramodernes, etc. Surtout pas. Les Américains ont même dégradé des armes qui étaient de grande qualité pour les fournir aux Ukrainiens, parce qu'ils avaient peur que les Ukrainiens les fournissent ou les vendent aux Russes. Ah oui. Et oui. Donc on a eu le cas avec les missiles, par exemple les missiles HIMARS qui ont été fournis à l'Ukraine, ils ont été dégradés par les Américains avant d'être envoyés à l'Ukraine, parce qu'on avait peur que certains éléments de haute technologie tombent aux mains des Russes. Et oui, parce que il y a toujours le marché noir. Il y a le marché noir, et puis il y a le fait aussi que ces armes peuvent mal fonctionner et donc être récupérées par les Russes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec des missiles de croisière britanniques, les Storm Shadow, qui sont tombés aux mains pratiquement intacts aux Russes, et les Russes ont pu donc les déconstruire, analyser les composants et prendre des contre-mesures, ce qui fait qu'aujourd'hui le Storm Shadow peut pratiquement être simplement éconduit, pourrait-on dire, par des mesures de guerre électronique sans même qu'on lui tire dessus. Et alors, l'expert que vous êtes par rapport à ce qu'on dit sur les Russes avec l'arme hypersonique, elle est vraiment... elle est difficilement... elle est, je ne dirais pas incontestable, mais l'Occident n'a pas la parade? Non, on n'a pas vraiment la parade. Et malgré tout ce qu'on a essayé de dire à propos des missiles patriotes qui ont été donnés aux Ukrainiens, d'ailleurs on voit qu'on n'en donne plus aux Ukrainiens des missiles patriotes, parce que il y a eu effectivement... Alors c'est contesté. Il y a eu des ventes encore ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y a eu des ventes? Justement, c'est pour ça. On a dit, mais... De nouveau, c'est sous toute réserve, parce que Raytheon, qui fabrique le missile, s'est opposé à ce qu'on en fournisse aux Ukrainiens, parce que ça faisait une mauvaise publicité pour les missiles. Donc, on est dans la guerre d'image. Il y a plusieurs missiles comme ça, plusieurs systèmes d'armes, devrait-on dire, que les Occidentaux ont refusé d'envoyer parce qu'ils avaient peur que ça donne une mauvaise image de leur système. Oui, c'est vrai qu'on on est dans le cynisme le plus absolu. Plus total. On a envie d'en rire si on n'était pas obligé d'en pleurer, parce qu'il y a des morts et des milliers de morts. Mais dites-moi, alors aujourd'hui, alors on parle, Jacques Beau, c'est quoi? C'est ce statu quo mortifère et mortel qui va durer? Alors, évidemment... beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'il faudrait arrêter le massacre et entamer des négociations. Le problème est que on ne sait pas comment s'y prendre. D'abord, il faut savoir que Zelensky a adopté ou émis un décret qui interdit de négocier avec les Russes tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Ah, carrément. Oui. Donc il s'est interdit lui-même de négocier avec Vladimir Poutine. Ça, il y a déjà, ça fait déjà la fin de l'année passée. Non, mais c'est hallucinant, parce que c'est même pas une balle dans le pied. Oui, exactement. Il s'est fermé une porte. Il attend que Vladimir Poutine saute pour négocier. Ouais. Exactement. Ce qui montre d'ailleurs combien on a mal jugé le système russe. Mais alors, Jacques Beau, est-ce que, franchement, alors vous avez quand même et les contacts, les connaissances, et vous utilisez beaucoup la presse américaine, et vous avez raison, parce qu'en Amérique, il y a encore un contre-pouvoir qui n'est pas négligeable, même si... est-ce que Zelensky, les Américains ont toujours confiance, ou ils se disent, enfin confiance, on va le garder encore, ou quand même ils se disent c'est fini, c'est un pion qui ne nous sert plus à grand-chose, il faut peut-être le remplacer? Alors, un indice, et je rappelle, contrairement à mes détracteurs qui pensent que je suis un agent de Poutine, je suis beaucoup la presse ukrainienne. Et dans la presse ukrainienne, on commence à voir depuis quelques mois des critiques assez fortes contre Zelensky lui-même. Ah oui, dans la presse ukrainienne. Dans la presse ukrainienne.
Et donc, c'est un indice que... et vous savez que Zelensky a repoussé les élections qui auraient dû normalement se dérouler l'année prochaine. Alors, son argument n'était pas complètement absurde d'ailleurs, parce que c'est vrai que faire des élections dans un contexte de guerre, ça n'est pas évidemment le meilleur contexte. Et ce serait justifié, même si certains ont dit, oui, c'est pas une preuve que c'est pas une démocratie. Non, je pense que c'est logique pour un pays en guerre de ne pas faire d'élections, parce que ça, je pense, c'est il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, certains reviennent sur l'idée de maintenir ces élections parce que ça permettrait d'avoir une porte de sortie pour Zelensky. Oui. Parce que aujourd'hui, les critiques contre lui sont très fortes et elles viennent pas seulement de la population, parce que ça c'est le vrai problème, c'est la population, mais elles viennent aussi de l'armée. Et on a de plus en plus de critiques dans l'armée ukrainienne contre la politique de Zelensky. Zelensky, en réalité, ce qu'on sait depuis le début, mais que personne n'a voulu accepter parce que ça ne correspondait pas à notre narratif, Zelensky reste soutenu par les ultras, les ultranationalistes, qui eux ne veulent pas de négociation, qui veulent continuer à se battre, etc. Donc... on est au-devant d'une crise majeure en Ukraine. Oui, surtout que vous avez vu qu'ils recrutent même les handicapés maintenant. Enfin, ils obligent les gens à aller à l'armée, enfin à aller se battre, alors qu'ils ne... Et les femmes, etc. Donc il y a vraiment un problème. Donc on voit aussi par la même occasion que tout le narratif occidental qui consistait à dire qu'il n'y avait que des Russes qui mouraient et pas d'Ukrainiens, je pense que les chiffres qu'on risque de découvrir ces prochaines années vont montrer combien nos médias ont été malhonnêtes, parce qu'on sait depuis le début que les Ukrainiens meurent beaucoup plus que les Russes. On a avancé justement, Jacques Beau, un ratio, ce qui m'a paru énorme, de 1 à 10. Ça veut dire 1 Russe mort pour 10 Ukrainiens morts. Est-ce que ça vous paraît, en tout cas plausible? Personne n'a les chiffres, mais... Alors, on n'a pas les chiffres officiels, ni d'un côté ni de l'autre, hein, ça il faut le dire. Oui. Donc moi, si je prends les chiffres pour les Russes, je prends les chiffres qui sont produits par Mediazona, qui est un site qui est un site d'opposition, qui s'est associé à la BBC pour calculer le nombre de morts à partir des avis mortuaires et des cérémonies mortuaires, etc. en Russie. Et ils arrivent, alors maintenant j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais disons qu'il y a encore deux ou trois semaines, ils arrivaient au chiffre de 30 000 à peu près, 30 000 morts russes. Et du côté ukrainien, on a plusieurs indications, mais de nouveau qu'il faut voir avec une pincée de sel quand même. Mais l'examen des cimetières en Ukraine à partir d'images satellitaires indiquerait qu'on est aux alentours de 400 000 morts. C'est plus que 1 sur 10. C'est plus que 1 sur 10. Il y a un journaliste ukrainien qui avait publié un article qui a été repris d'ailleurs dans la presse ukrainienne. Hein. Donc de nouveau, c'est pas le Kremlin, c'est vraiment la presse ukrainienne qui a indiqué qu'il y avait plus de 310 000 morts. Mais ça, on était déjà cet été, à la fin de l'été. Et là, nous 310 000 morts. Novembre, donc on est effectivement à quelque chose de plus que 1 à 10. Oui, et voilà comment la guerre continue, et voilà comment on fait continuer la guerre. On va continuer à parler aussi de cette guerre du Proche-Orient avec Jacques Beau après cette petite pause, et avec vous, évidemment, auditeur Sud Radio. Au 0826 300 300, vous nous appelez, vous commentez, vous partagez nos vidéos YouTube et Facebook, et on vous attend. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. 13h31 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On est toujours avec Jacques Beau et on continue de parler de ce livre, Vaincre le terrorisme djihadiste. C'est aux éditions Max Milou. Alors, je ne sais pas si on vaincra le terrorisme djihadiste. En tout cas, pour le moment, on n'est pas vraiment parti pour. Mais on va en parler parce que vous suggérez un certain nombre, effectivement, de pistes, Jacques Beau, dans votre livre.